Bonjour et bienvenue au Régional, votre émission d'information régionale de la vallée du Richelieu. On débute aujourd'hui en vous présentant les actualités et les informations qui ont retenu l'attention de l'équipe de TVR9, suivi d'un reportage avec M. Jean-Sébastien Roch au Collège Saint-Hilaire pour revenir sur la performance de son groupe dans un concours de robotique. On sera ensuite à la Maison autochtone pour discuter avec Mme Huguette Vachon et M. Tim Whiskey-Chan de l'exposition Hommage à Riopelle. On rencontre M. Éric Pratt, copropriétaire de la sucrerie des Plaines à Saint-Charles-sur-Richelieu, pour revenir sur l'octroi de nouvelles entailles par les producteurs et productrices acéricoles du Québec. Le Régional commence à l'instant. Bonne émission. Voici vos actualités retenues par l'équipe de TVR9. La Ville de Belleuil procédera dans les prochains jours au lancement d'un tout nouveau babillard des organismes afin d'offrir plus de visibilité aux organismes reconnus sur le territoire. Dorénavant, les citoyens pourront consulter à un seul et même endroit les messages d'intérêt public des organismes. Si vous souhaitez publier une annonce, consultez le belleuil.ca/formulaire babillard pour remplir le formulaire. Une publication sera également effectuée une fois par mois sur la page Facebook de la Ville de Belleuil afin d'annoncer aux citoyens les nouveautés sur le babillard des organismes, de même qu'en page d'accueil du site Web de la Ville et en infolettre. Pour consulter le babillard des organismes, visitez le site qui apparaît au bas de l'écran. La Ville de Chambly souhaite informer la population que la seconde phase de travaux d'aménagement de sentiers pédestres du Parc naturel des Ruisseaux est amorcée depuis le 11 mars 2024. Cette seconde phase de travaux, qui s'échelonnera de mars à septembre 2024, permettra la réalisation des boucles 4 et 5. Elle complétera ainsi l'aménagement des sentiers pédestres du Parc naturel des Ruisseaux. Le parc sera donc considéré comme un chantier. Il demeurera fermé à la population pendant la durée des travaux afin d'assurer la sécurité de tous. Les sentiers qui seront dédiés à la promenade seront voués à un usage 4 saisons. Ils pourront donc être empruntés à l'année par les promeneurs et accueillir les amateurs de raquettes en hiver. Toujours du côté de Chambly, la Ville est fière de s'associer à Défi Famille en forme et à l'organisme Trifort de Chambly afin de lancer une activité de course à pied le dimanche 5 mai au Parc des Ateliers. Donc, que vous soyez débutant ou coureur aguerri, joignez-vous au défi pour une matinée sportive mémorable. Défi Famille en forme vous propose 4 distances chronométrées de 1 km, 2 km, 5 ou 10 km. Les épreuves sont ouvertes à tous, des frais d'inscription s'appliquent, donc vous pouvez vous inscrire dès maintenant au lien qui apparaît au bas de l'écran. Montérégie économique vous invite à participer au Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec 2024 et à contribuer au rayonnement de la Montérégie le 30 mai prochain au Palais des Congrès de Montréal. Le Salon de l'immigration et de l'intégration au Québec est une plateforme unique pour mettre en avant les entreprises et les organisations de services aux personnes immigrantes. En participant à cette délégation, il sera possible d'élargir votre réseau et de participer activement à l'édification d'une Montérégie prospère et accueillante. Remplissez le formulaire en ligne dès maintenant, puis sélectionnez Opportunités en région pour réserver votre kiosque. Le 13 mars dernier se tenait la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Selon un sondage léger commandé par le mouvement Santé mentale Québec, 74 % de la population estime être en bonne santé mentale et la plupart ont une bonne estime de soi. Toutefois, les résultats montrent qu'elle est beaucoup moins élevée chez les personnes qui ont une moins bonne perception de leur santé mentale. Il demeure donc essentiel de travailler à favoriser la santé mentale et l'estime de soi de la population, particulièrement chez les jeunes, car en effet, on observe dans le sondage que l'estime de soi augmente grandement avec l'âge. Pour plus de la moitié des personnes qui ont répondu au sondage, les éléments qui ont le plus d'impact positif sur leur estime de soi sont les relations amicales, le climat familial, le niveau de scolarité, les relations amoureuses et le statut économique. C'était vos actualités TVR9.
On se trouve présentement au Collège Saint-Hilaire avec l'équipe 7471 Robots Montagnards. On les avait rencontrés il y a quelques semaines et là, on veut avoir un retour sur le concours. Donc, Laurent, dis-moi, comment ça s'est passé tout d'abord les dernières semaines là, qui ont mené vers le concours de Robotic First? Bien, c'est sûr, les dernières semaines, il était bien chargé. Il y a eu beaucoup de problèmes qui sont survenus, comme par exemple, juste une semaine avant le concours, le code il a été corrompu. Donc, on a tout dû le refaire. Sinon, il y a eu d'autres problèmes mécaniques aussi. Comme le lanceur n'était pas sûr qu'il pouvait, on a dû ajuster l'angle. Il y a plein d'autres choses de même qui sont arrivées. Donc, on a vraiment dû s'ajuster beaucoup pendant les dernières semaines. Mais ça, je veux dire, ça vous amène à travailler en équipe, à apprendre beaucoup de choses. C'est quoi que vous avez appris le plus là, au niveau du travail d'équipe? Ah, ben, au niveau du travail d'équipe, c'est sûr, là, on est tous compartimentalisés. Je sais pas si je dis ça comme ça. Ouais. Donc là, on est capable de tous s'adapter, faire notre tâche à nous. Puis comme ça, avec les autres, on est capable de tout mettre en commun. Puis ça donne ça. Oui, donc ça donne le robot qu'on voit en arrière. Et toi, Annabelle, quand vous êtes arrivée au Collège Régina Assumpta, la journée de la compétition, combien il y avait de gens? Est-ce que c'était quoi? À quoi ressemblait l'ambiance là-bas? Désolée. Je sais pas exactement comment il y avait de personnes. Je pense que c'était 4000 environ. Il y avait plein d'équipes. Il y avait 40 équipes au total. Quand on est arrivé, toutes les équipes n'étaient pas encore arrivées parce que c'était le jour de pratique. Mais un des trucs qu'on a pris le temps de faire en arrivant, c'est aller parler à chacune des équipes pour voir c'est quoi les points bons de leur robot puis tout ça. Puis c'était vraiment le fun de parler à toutes les équipes parce qu'elles sont toutes hyper motivées, positives à propos de la compétition. Il y a des nouvelles équipes qui demandent comment ça va se passer, qui demandent des conseils. C'est vraiment juste vraiment chaleureux. C'est comme une grande famille. C'est revoir tout le monde après un an à chaque fois. C'est ça, donc il y a une belle ambiance de collaboration. C'est une compétition, un concours, mais il y a quand même une belle collaboration là, entre chaque équipe. Oui, c'est ça le concept. Ça s'appelle coopétition, justement, mélange de coopération et compétition. Tu sais pas, tu vas être mis avec qui au début de la compétition, tu es mis au hasard, puis après ça, tu dois faire toutes tes stratégies sur le spot pas mal, puis juste essayer de collaborer avec toutes les équipes. Fait que c'est bien. Wow, c'est une super belle expérience. Et justement, toi, William, c'était ta première expérience et tu étais le pilote lors du concours. Tout à fait. C'est quand même assez stressant d'être pilote pour la première année, surtout je suis juste en deuxième secondaire. Ce qui était amusant, c'est d'aller voir les autres équipes quand on était pilote, parce que c'est pas juste de parler des forces et faiblesses, c'est aussi de créer une stratégie. Donc, parler aussi avec nos ennemis pour la compétition justement dont on parlait plus tôt, et aussi de voir ce qu'on peut faire des forces et faiblesses et de pouvoir améliorer l'équipe. Aussi, après ça, il y a tout la partie automatique au début, que là, des fois, on devait changer des paramètres selon les équipes où est-ce qu'on se plaçait. Et aussi, en tant que pilote, c'est comme un peu stressant de voir comment ça peut se passer, surtout que pendant la partie, tu peux parler avec les autres, mais c'est pas la même façon dont ça se met, là. Oui. Et toi, Christine, tu étais capitaine de l'équipe. Donc, dis-nous comment ça s'est passé finalement. Bien, honnêtement, je trouve qu'en général, on a eu une meilleure compétition que les années précédentes parce que, étant donné qu'on est une équipe faite de... pas nécessairement une jeune équipe dans le sens que ça fait quand même plusieurs années qu'on est dans la compétition, mais comme on peut voir, nos membres sont principalement en secondaire 1 et 2. Fait qu'on n'a pas énormément d'expérience, mais on a quand même réussi à finir 32e sur 40, ce qui est vraiment mieux que l'année passée où on avait fini... c'était combien? 38, je pense? Fait que, tu sais, on voit quand même une nette amélioration comparée à l'année passée. Et c'est sûr qu'on a eu des matchs moins bons que d'autres, mais en général, ça a très bien été. Puis on a toujours su garder une attitude positive. Et même quand ça allait un peu moins bien et qu'on avait des moins bons matchs, en général, on gardait un bon esprit d'équipe. Oui, puis qu'est-ce que tu dirais, là, quelles étaient les forces, les plus grandes forces là, de ton équipe? Honnêtement, notre robot, je trouve, était quand même très bon. Il a été fonctionnel tout au long de la compétition. Puis, à ce que je sache, en termes de... On pouvait faire des points en grippant à la fin sur une chaîne. Et à chaque fois, on était capable de s'accrocher. C'est vraiment, on faisait des points garantis avec ça. Fait que ça, c'était quand même un très grand avantage. Puis, je pense aussi qu'on avait choisi un très bon pilote, c'est certain. Puis la programmation aussi. Je pense, honnêtement, tout était vraiment très bien fait. On a juste eu un peu plus de malchance, surtout contre les équipes contre lesquelles on tombait. On jouait contre des très bonnes équipes qui étaient haut classées. Fait que dans ce temps-là, c'était un peu plus dur. Puis il n'y avait pas grand-chose qu'on pouvait faire là-dessus. Bien, merci beaucoup à tous les quatre. Et là, on va aller discuter avec votre coach, Jean-Sébastien. Merci. Jean-Sébastien, quelles sont vos observations par rapport au concours l'année passée?
Bien, le défi était complètement différent cette année, mais le gros changement, en fait, c'est que l'année passée, on était 14 élèves. Cette année, on est 22 élèves, donc l'équipe a grandi. Les anciens qui étaient un peu plus jeunes l'année passée, bien là, sont plus vieux cette année. Notre capitaine, là, cette dernière année, est en secondaire 5, donc ça va prendre un nouveau capitaine pour l'année prochaine. Mais somme toute, ça s'est super bien passé. J'ai été très, très fier des jeunes. On avait l'équipe à la compétition, là, c'était l'équipe la plus jeune de toutes les équipes. On a quand même bien performé, là. Donc, des résultats à la hauteur des attentes et un coach très fier. Merci, M. Rock. On est présentement dans le salon Riopelle à la Maison autochtone de Mont-Saint-Hilaire et on va rencontrer Mme Huguette Vachon, qui est la conjointe de Jean-Paul Riopelle, ainsi que Tim Whiskey-Chan, qui est l'artiste derrière l'exposition Hommage à Riopelle, qui se tient présentement à la Maison autochtone et ce jusqu'à la fin mai. D'ailleurs, vous pourrez trouver tous les détails de l'exposition sur le site de la Maison autochtone et on s'en va les rencontrer à l'instant. Madame Vachon, qu'est-ce que la région représente pour vous et pour votre conjoint qui était Jean-Paul Riopelle? En fait, pour Jean-Paul, la région de Saint-Hilaire a été quand même le berceau à partir de sa jeunesse, à partir à peu près de 17-18 ans. Tu sais, c'est ici qu'ils se sont rencontrés avec Bordua, avec Ozias-le-Duc, qui était son grand maître. Et c'est ici que tous les signataires du Refus global se réunissaient. Donc, c'est une place très significative pour Jean-Paul, ici. Et on se trouve présentement dans le salon Riopelle à la Maison autochtone et on est entouré de différents dons que vous avez faits de M. Riopelle, dont le plus récent, là, qui est une toile de 6 panneaux. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cette œuvre-là? En fait, c'est une œuvre qui a été faite en France en 1989. C'est une œuvre, je trouve, qui représentait énormément avec les aigles en haut et tout ça. Je trouve que l'iconographie était parfaite pour le salon amérindien. En fait, c'était davantage pour encore qu'il y ait une œuvre plus monumentale de Jean-Paul, parce que ce salon-ci, vous savez, Jean-Paul, quand la maison a été ouverte, la maison amérindienne, Jean-Paul était vivant. Jean-Paul a participé à cette ouverture-là, de loin, oui. Il commençait à être fatigué, mais ça a été pour lui tout un hommage qu'on lui fasse. Et en plus, Jean-Paul, si vous regardez même dans les choses beaucoup plus anciennes que Jean-Paul a fait, il a beaucoup été inspiré par l'art autochtone. Jean-Paul est un être qui vivait dans la nature. Il était la nature lui-même. Il connaissait autant la nature en France que la nature au Québec. C'est un gars qui a aimé la chasse, qui a aimé la pêche, puis qui connaissait les fleurs, qui connaissait tous les paysages. C'était un gars vraiment intégré dans son milieu. Et donc ici, le salon amérindien, c'est le salon Riopelle dans la Maison des cultures amérindiennes, représente un peu des objets que Jean-Paul a utilisés aussi. Si on voit les raquettes de babiche que Jean-Paul avait dans sa collection depuis des années, mais que finalement, il les a utilisées comme pochoirs dans les années 90 pour faire une grande série. Le canot d'écorce qu'on voit qui a été fait par César, le grand César Néouachiche. Jean-Paul l'a eu en cadeau, ce canot-là, et Jean-Paul l'a gardé pendant des années, des années, des années. Son atelier a été construit dans les années 70 et Jean-Paul avait ce canot-là. Là. Wow. Et finalement, il commençait un peu à se dessécher. On l'a fait réparer par les héritiers de César. Donc, c'est un canot qui, de soi, devait venir ici, je trouve, autant pour en faire profiter la population, pour sa conservation aussi. Et c'est un bel hommage. Oui. Et le 10 mars dernier, on a inauguré l'exposition Hommage à Riopelle. Donc, c'est l'artiste Tim Whiskey-Chan, qui est de la communauté Cri, qui lui a rendu hommage. Ça a été quoi vos premières impressions quand vous avez vu là, les tableaux de Tim? En fait, quand je suis arrivée, j'ai trouvé que son inspiration, son tableau est fait comme il y a des pochoirs au-dessus, mais la première impression que j'ai eue, c'était les tableaux anciens des années 50 de Jean-Paul, vraiment les tableaux à la spatule, extrêmement colorés.
Et après, lui, il a ajouté son bestiaire. Puis je trouve que ça va tellement bien avec la maison amérindienne, avec le... Et Jean-Paul a fait tout un bestiaire aussi toute sa vie. Les hiboux, Jean-Paul a toujours travaillé. Il y a toute une série de gravures anciennes où c'est tout un bestiaire qui est représenté. Donc, je trouve que l'hommage est complet. Je trouve que ça va chercher des tableaux anciens de Jean-Paul, puis avec ce bestiaire-là qui est plus facile d'approche pour les gens, parce que tu reconnais des formes. Et puis la façon dont il a travaillé, il y a un petit peu de technique à la Riopelle aussi. Donc, c'est très émouvant de voir ça, comment... Finalement, c'est une transmission. Puis en même temps, ce que le peuple autochtone a donné à Jean-Paul, je trouve que c'est un beau rendu, quelque part. C'est comme un échange qui se passe, même si Jean-Paul n'est pas vivant. Ça se passe à travers l'art. Puis c'est ça qui est la beauté de l'art dans le monde. C'est vraiment ça. C'est ces échanges-là qui sont éternels, puis qui sont entre les peuples, entre les générations aussi, que Jean-Paul réussisse à inspirer encore des plus jeunes artistes. C'est vraiment fabuleux. Alors, c'est une grande fierté. Je suis très, très contente de voir ça. Je trouve que c'est une belle œuvre qu'il a fait. Oui, tout à fait. Puis on invite les gens à venir visiter cette exposition-là. Merci, Madame Vachon. Ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Monsieur Whiskey-Chan, vous êtes un artiste et là, on se trouve présentement dans l'exposition Hommage à Riopelle. Quel a été pour vous Jean-Paul Riopelle comme inspiration? Quand j'ai découvert Riopelle, c'était plusieurs années, dans 2007. J'ai posté une lettre dans la malle, puis j'ai vu des timbres qui étaient reproduits sur des timbres. Et quand j'ai regardé, j'ai dit « Wow, ça c'est quelque chose ». Et quand j'ai vu le nom, les couleurs qu'il y avait, ça m'a fasciné. C'est moi, artiste, et j'aime ça découvrir toutes sortes de choses. Puis quand j'ai vu les timbres, j'ai allé dans la bibliothèque après, de recherche. Puis dans le temps, j'ai été à l'école, parce que chez nous, j'avais pas d'Internet, ça fait que j'allais à l'école pour découvrir c'est qui ce Riopelle. Puis quand j'ai vu ces toiles qu'il avait faites dans le temps. Donc, c'était une œuvre de Riopelle qu'il y avait sur le timbre. Et donc, avant 2007, vous ne saviez pas... Bien, vous connaissiez le nom? Le nom, j'ai connu parce que j'ai fait mes études en 89, des années 90. J'avais fait plusieurs tableaux abstraits. J'ai découvert différentes manières techniques. Mais je suis sûr que j'avais le... Mais l'inspiration, c'est le temps quand le timbre, j'étais sorti. Et j'ai dit, ouais, je vais faire. Là, j'ai avancé, mais j'ai tout le temps comme naturaliste. Je suis peintre, muraliste, j'ai toutes sortes de choses. Mais ça me tentait de faire d'autres choses. Ça fait que Riopelle, c'est comme une inspiration pour moi aussi. Tu sais. Puis, au fil de vos recherches, est-ce que vous saviez que Riopelle avait un apport, en fait, un échange, une implication auprès des communautés autochtones? Je pense que j'ai entendu, plus que je faisais des recherches, plus que j'ai commencé à voir, oh, on a quelque chose, il y a un lien, comme, moi, c'est comme, je peinturais des outardes beaucoup dans le temps, même dans mes tableaux aussi, c'est des outardes, hein. Nous autres, c'est très important dans la culture, l'outarde, la connaissance des aînés aussi, puis lui aussi, ça jouait dans même, c'est dans les oies blanches, c'est ceux qui faisaient ça. Quand j'ai vu le timbre, c'est des oies blanches que j'ai vu. Moi, j'ai dit, waouh, ça me devrait faire quelque chose à mon style, peut-être, à niveau, peut-être. C'est comme ça, je pense que j'ai eu la chance de connaître. Puis j'ai fait beaucoup de lectures pour découvrir c'était qui, ça. C'est comme ça que j'ai eu. Là. Puis une fois que vous avez décidé de lui rendre hommage, qu'est-ce qui a inspiré vos œuvres? Si on veut découvrir l'exposition ici à la Maison autochtone, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre? Ça m'a pris 2 ans pour préparer ici. Pas juste comme... j'ai dit, OK, je vais faire tout ça. Mais ma agente que j'ai une amie, la place de galerie des Feux Sacrés, production, ils m'ont dit, hey, Tim, vas-tu essayer cette suggestion? Ils m'ont suggéré de faire mon style en même temps. Puis là, j'ai regardé ses œuvres. Je voulais, tu sais, pas imiter, mais voir qu'est-ce que je peux faire à mon goût. En même temps, j'ai aussi pensé à ma culture. Parce que moi, dans le temps, j'ai travaillé dans l'anthropologue, archéologue, et je faisais beaucoup de recherches aussi. J'ai des amis qui m'ont donné des lectures de nos ancêtres, la connaissance des symboliques dans les costumes, ou en anglais, c'est des patterns, des designs.
Puis c'est là que j'ai ramassé différentes choses. En même temps, quand j'ai fait le colo, je travaillais avec la centre culturel à OJ, la musique. J'avais travaillé aussi un peu j'ai fait une part avec une équipe. Mais moi, comme artiste, j'aimais ça, de s'appliquer à différents secteurs. Tu sais, je veux dire? Oui. Pour ça, j'ai tout amené ça. J'ai dit, oui, là, je suis prêt. Tu sais, je suis prêt de faire de mon goût. En même temps, j'ai dit, mon agente m'a dit, on devrait faire quelque chose pour Réopel. Es-tu prêt à... On s'est parlé, puis on s'est discuté avec ici, puis des gens. J'ai dit, oui, je peux pas. Parce que dans notre culture, on aime ça donner hommage à nos aînés. C'est comme ça qu'on est, nous autres. Ça, j'ai dit, oui, je vais le faire pour donner un hommage à Réopel. C'est le même sens que je pense à mes aînés dans mon coin, dans mon communauté. Oui. C'est de là que ça... Oui, c'est vraiment intéressant. Donc, évidemment, on invite tous ceux qui sont intéressés à découvrir l'exposition Hommage à Réopel, à se rendre à la Maison autochtone. C'est jusqu'au 28 mai prochain. Merci, M. Whisky Chan. Oui, merci beaucoup. Après la pause, on se rend à Saint-Charles-sur-Richelieu pour rendre visite à M. Éric Pratt de la Sucrerie des Plaines pour discuter de l'octroi d'1 million de nouvelles entailles sur le territoire de la Montérégie par les producteurs et productrices acéricoles du Québec. L'histoire d'ici, ce sont 12 rencontres avec d'éminents spécialistes sur différents aspects de l'histoire de la vallée du Richelieu. C'est un rendez-vous, c'est votre histoire. On se trouve présentement à Saint-Charles-sur-Richelieu, à la Sucrerie des Plaines, avec M. Éric Pratt. Vous êtes copropriétaire ici à la Sucrerie. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, la raison pourquoi on se rencontre aujourd'hui, c'est pour parler de ce printemps hâtif. C'est quoi l'impact que ça a sur la récolte? Bien, moi, d'après moi, ça ne changera rien. Sûrement, il va falloir s'adapter à la nouvelle température, parce que nous autres, il faut que ça gèle et que ça dégèle. Fait que si c'est rendu dans le mois de février qu'il faut le faire, mais on le fait, puis on pense que c'est le best de le faire. Parce que si les printemps sont hâtifs, mais là, s'ils ne gèlent plus rendu au fin mars, début avril, mais c'est fini les sucres. Là. Ouais. Puis je pense pas que ça magane les arbres là, qu'on récolte l'arbre. Les autres, quand ça gèle, l'eau elle pogne du sol puis elle rentre dans l'arbre. Et quand ça dégèle, c'est là qu'on la récolte. Fait que ça soit au février, mars, avril. Oui. Donc, pour vous, ça ne change rien, à part peut-être de vous rendre disponible plus tôt dans l'année. Mais ça peut aussi créer peut-être des nouvelles opportunités pour les cabanes à sucre durant la période des fêtes. Oui, parce que cette année, nous autres, on n'était pas entaillés, mais il y en a beaucoup qui ont été entaillés, qui entaillent. C'est ce qu'on commence dans le mois de novembre, puis qui ont récolté pendant le temps des sucres avec les. Pas dans le temps des sucres, dans le temps des fêtes, avec les températures exceptionnelles. Là, ils ont fait du sirop, puis. Moi, nous autres, on ne l'a pas fait. Peut-être l'année prochaine. Oui, peut-être l'année prochaine, une nouvelle opportunité d'affaires. Donc, c'est vraiment juste de s'adapter puis d'entailler les arbres plus tôt. Producteurs et productrices acéricoles du Québec ont octroyé des nouvelles entailles, près d'1 million dans la région de la Montérégie. C'est quoi l'impact que ça a sur votre industrie? Ben, je pense pas. Nous autres, je sais que le Québec fournit plus de 70% en exportation mondiale. Fait que puis la réserve a baissé beaucoup. On dirait que c'est l'achat local ou quoi de même. Fait que là, ça a baissé beaucoup. Fait qu'il avait besoin de plus de producteurs. Mais nous autres, moi, j'ai eu du contingent il y a 2 ans. On construit notre contingent. Puis, tu sais, la Fédération prend tout notre contingent de, je sais pas comment dire, on a 2500 livres, mais ils vont le prendre, là, tu sais. Ils le prennent pareil. Fait qu'ils n'aient plus, je pense pas que ça dérange. C'est juste qu'ils en manqueront pas. Oui, c'est ça. On en vend beaucoup, puis il est super bon. C'est ça. Et vous avez parlé de contingent là, pour les citoyens qui ne sont pas nécessairement au courant. Qu'est-ce que c'est? Le contingent, c'est le nombre d'érables. Nous autres, si on fait affaire avec un ingénieur forestier, il vient calculer le nombre de potentiel d'entailles. Puis c'est là qu'on construit un gros dossier qui a plein d'affaires. Tu vois, comme on a un bail avec mon père, parce que la terre est à mon père, on monte un dossier. Eux autres, on l'envoie à la Fédération. Puis quand ils donnent du contingent, ils checkent tout le dossier, puis si tout est correct, puis on passe dedans, on l'a. Après, on le construit avec le nombre de livres d'entailles qu'on
qu'on envoie à toutes les aides. Mais là, on consume notre contingent, ils nous le baissent, sinon on n'envoie pas assez. Donc, le contingent, si je comprends bien, c'est ce qui va toucher tout ce qui est le sirop d'érable commercial. Donc, il va se vendre, par exemple, en épicerie. Mais après, il n'y a pas de... C'est pas régi. Vous pourriez avoir le nombre d'entailles que vous voulez, là, sur votre Oui, terrain. moi, je peux en entailler plus. Ou même, j'ai beaucoup de ventes directes. J'avais une grosse clientèle avant d'avoir du contingent. Là, on s'est mis à tubuleux. Là, on a fait beaucoup plus de sirop. Fait que c'est impossible d'avoir une clientèle de même. Fait que c'est pour ça que ça prend du contingent. Mais j'ai beaucoup de clients directs. Ils appellent ça direct à la ferme. On vend direct, puis on a le droit. Mais pas de contingent, tu peux pas vendre dans des épiceries. C'est ça l'affaire, mais tu peux vendre à qui tu veux. Directement. Tu n'as pas d'intermédiaire. Qu'est-ce qui vous a amené ici à la sucrerie des Plaines à embarquer là, dans cette... C'est la passion. T'sais, mon père, moi, mon père a tout le temps loué des cabanes à sucre depuis que je suis jeune. On a tout un tas de cabanes. Mon père, peut-être depuis 2001 qu'on a ici. Mais c'est une passion. Il ne faut pas calculer notre temps. Là, moi et mon frère, on a chacun notre job et on vient ça tous les soirs. Je sais pas combien d'heures qu'on fait. C'est pas juste pendant le temps des sucres. C'est vraiment le bûchage. Puis tout, c'est quasiment à l'année. Mais c'est une passion. Oui, puis après, il faut livrer ce sirop-là. Ah oui, puis on le vend. Soit OK, du contingent, tu le mets en baril. Mais tout le reste, on fait du beurre, des cornets, puis tout, c'est beaucoup d'ouvrage et du thé, puis tout. Ça, vous le vendez aussi? Oui, on fait tous les produits juste pendant le temps des sucres. Ouais. Donc, vous êtes né dans le sirop d'érable. Oui, genre, c'est ça. Ouais. Merci, M. Pratt, de nous avoir accueillis dans votre cabane. Merci beaucoup d'être venu. Très gentil. À bientôt. Merci. C'est ce qui termine l'émission de la semaine. Merci d'avoir été des nôtres. Vous voulez vous approprier votre télévision régionale? Eh bien, c'est votre chance de vous joindre à l'équipe de TVR9. Nous sommes présentement à la recherche de plusieurs bénévoles pour participer à des chroniques hebdomadaires ou mensuelles dans nos différentes émissions, dont le régional. Également, si vous avez un intérêt pour la politique municipale, notre émission Conseil en bref est à la recherche d'un animateur ou d'une animatrice. Il s'agit d'une expérience en journalisme des plus enrichissantes. Sur ce, bonne semaine à tous. Dernière chose, les crédits d'impôt auxquels j'ai le droit cette année, ça ressemble à quoi? Je sais pas trop pour vos impôts, mais pouvez-vous arrêter de parler, s'il vous plaît? Pour vos questions sur les impôts, à Revenu Québec, on est les mieux placés pour vous répondre. Visitez justepourtous.ca. Un message de Revenu Québec. Oh, excusez-moi.